Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être là ce matin tôt après la folle soirée d'hier. Donc oui, je vais faire un point sur les nouveautés potentielles dans le diagnostic de l'hémorragie obstétricale. Je travaille à l'hôpital Bicêtre dans le Val-de-Marne. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc on commence toujours sur ces sessions sur l'hémorragie par cette carte du monde pour rappeler que 99 ou 95% des décès apparaissent dans les pays de bas niveau de ressources, et il y a 60% des décès qui sont concentrés dans 10 pays, qui sont les petits points jaunes qui sont là. L'hémorragie du postpartum, c'est la première cause de décès. 70% sont évitables. Ce sont des données que vous connaissez, mais c'était dans la revue Lancet de février. En 2022, 300 000 décès par an, ça fait un décès toutes les 2 minutes. Il y a une particularité d'un pays, qui sont les États-Unis, où le taux de mortalité maternelle augmente depuis une dizaine d'années, pour des raisons socio-économiques que je ne vais pas développer, mais il y a eu plus 13% de décès entre 2005 et 2014. Je dis ça pour préciser qu'il faut rester vigilant sur cette cause de décès par hémorragie. D'autant plus que en France, pour la première fois, vous savez aussi, un dernier rapport sur la mort maternelle sur les années 2013-2015, qui a été publié en 2021, c'est la première fois où l'hémorragie n'est plus la première cause de décès. C'est devenu la 5e cause, vous voyez sur le schéma sur la droite, après les autres étiologies que vous voyez au-dessus. Vous avez la courbe de mort maternelle entre 2001 et 2015 qui ne fait que baisser, et grâce à l'effort de l'ensemble des sociétés savantes, de l'organisation des soins, des réseaux, de l'HAS, etc. Et donc la mortalité maternelle par hémorragie a baissé de 50% en 10 ans, et par atonie utérine a diminué de 80% en 10 ans. Néanmoins, il reste quand même, la morbidité sévère reste élevée, avec des hémorragies du postpartum sévères, c'est-à-dire plus de 1000 millilitres qui restent élevés, mais avec une diminution de mortalité. Pourquoi donc, quand on regarde les décès par hémorragie obstétricale en France, il y a toujours une évitabilité qui est forte, parce que, comme on dit en anglais, too little, too late, c'est-à-dire on diagnostique trop tard et on traite trop peu. Et donc, l'important, c'est le diagnostic précoce, la quantification précise des pertes sanguines et une intervention précoce. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les deux premiers items, diagnostic et quantification. Donc je vais parler. Il y aura 5 chapitres. La première, c'est est-ce qu'il existe des scores de risque pour déterminer le risque individuel d'hémorragie du postpartum. Ensuite, comment on peut quantifier au mieux les pertes sanguines? Est-ce qu'il y a des critères cliniques pour diagnostiquer rapidement une hémorragie? Quid de l'hémostase délocalisée? Et enfin, quel traitement médicamenteux préventif on peut proposer en prévention primaire? Donc l'évaluation individuelle du risque, donc on a tous dans la tête les facteurs de risque qu'on connaît bien, mais est-ce qu'il y a des scores qu'on peut utiliser à l'entrée en salle de naissance pour prédire le risque hémorragique? En fait, il y en a. Donc je vous les ai mis ici. Ils ont des acronymes, je vais pas les dire un par un. Il y en a 4 à peu près. Et j'ai fait exprès de mettre à gauche les 3 scores avec tous les items pour vous dire que c'est assez complexe et compliqué. Il y a un nombre très important de facteurs de risque que vous voyez sur la gauche et qui sont pondérés selon le risque qui soit faible, modéré ou fort. Et en plus, il faut y ajouter les risques à l'entrée en salle de naissance, mais aussi les risques au cours du travail. L'ensemble des études sur le sujet sont d'accord pour dire que la valeur prédictive de ces scores est faible. C'est difficile à utiliser en pratique, c'est compliqué. Il y a peu de validité externe, ça veut dire que ça a été validé surtout sur les césariennes et les prééclampsies, et il y a beaucoup de biais. Et donc, quand on lit la littérature sur le sujet, il y a un grand espoir dans l'intelligence artificielle pour pouvoir adapter, il faut moduler le score en fonction du moment où vous rentrez les données et vous avez à performer ce score.
quand même, comme c'était illisible, je vous ai quand même remis les facteurs de risque indépendants d'hémorragie du postpartum, bon, que vous connaissez. Donc avec les odds ratios qui sont très élevés, bon, pour tous les pathologies du placenta, d'insertion placentaire, les césariennes, les antécédents d'HPP, mais vous voyez, c'est quand même des odds ratios qui sont entre 3 et 4. La FIV aussi, odds ratio à 2. Et je voudrais insister surtout sur un facteur dont on va reparler, c'est l'anémie. L'anémie dans cette revue, c'était un odd ratio à 1,98, mais quand on lit l'ensemble de la littérature et qu'on regarde les recommandations internationales, en fait, c'est un facteur de risque d'hémorragie du postpartum très important que je pense on sous-estime encore. Et il y a des études qui montrent que le risque d'hémorragie du postpartum est égal à 7, multiplié par 7 si l'hémoglobine est inférieure à 7. Donc on va y revenir après, parce que en pratique, je vais un peu spoiler, il faut faire du patient blood management au cours de la grossesse. À droite, je vous ai mis un score de risque, puisque en français, pour vous remontrer que les risques qui sont variables, faibles, modérés, forts, à l'admission, en perpartum, tout ça pour dire que le risque, il est dynamique et qu'un risque alpha à l'arrivée va changer au cours du travail. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué et on a tendance à dire que toute femme est à risque d'HPP jusqu'à preuve du contraire. Alors, vous savez, dans les revues de mortalité, la revue de mortalité maternelle, on propose 30 messages forts. Et il y a eu un message sur les hémorragies, donc c'est celui-ci. Tiré de toutes les analyses de dossiers de décès par hémorragie, c'est le message qui dit que attention aux hémorragies occultes, tout particulièrement après une césarienne, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de saignement extériorisé, parce qu'il y a eu plusieurs cas de décès où le choc hémorragique n'a pas été identifié assez tôt parce qu'il n'y avait pas de saignement extériorisé. Et donc, pour aider à diagnostiquer ces chocs sans saignement extériorisé, il y a notamment en Grande-Bretagne, ils utilisent cette feuille de surveillance qui s'appelle le MEOS. Bon, ceux qui font de l'obstétrique, ils connaissent bien. Hein. En France, on l'utilise pas encore suffisamment. Et l'intérêt de cette feuille, c'est d'avoir dans les chiffres extrêmes de constante des couleurs. Donc d'abord du gris, puis après du rouge. Et puis chaque constante est pondérée. Donc tout en bas, on voit pas, mais une zone grise, c'est 1 point, et une zone rouge, c'est 3 points. Et en haut à gauche, eh bien, quand il y a plus de 4 points, on appelle la sage-femme, et quand il y a plus de 6 points, on appelle l'obstétricien et l'anesthésiste. Et donc, ça permet surtout dans les centres où ils sont pas forcément habitués dans les réa, par exemple, ils accueillent pas beaucoup de patients d'obstétrique, d'avoir ce focus et d'être alertés plus précocement. Et après, bien sûr, vous avez sur le côté, là, tous les signes cliniques, mais on peut y rajouter des choses auxquelles on pense pas, hein. Faites des gaz du sang, faites un lactate supérieur à 4, c'est un signe de gravité. Une agitation, c'est un signe de gravité. Et après, il y a tous les facteurs cliniques que vous connaissez déjà. Alors, l'estimation des pertes sanguines. Clairement, visuellement, il y a une sous-estimation importante, 33% dans la littérature, et cette sous-estimation, elle augmente avec le volume de saignement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est indépendant de votre expérience et de votre spécialité, que vous soyez anesthésiste, obstétricien ou sage-femme. Quand on quantifie le saignement, soit par un sac gradué, soit par une pesée ou des champs calibrés, on fait mieux que l'estimation visuelle. On identifie l'hémorragie, mais par contre, ça ne diminue pas, ça n'a pas d'effet sur la morbimortalité. Et d'ailleurs, c'est pourquoi dans les recommandations françaises, on dit pas de mettre un sac gradué à tous les accouchements. On ne le met que quand le diagnostic est posé. Pour l'hémo-Q, il y a eu des études. Est-ce que si on fait des hémo-Q dès le début, juste après l'accouchement, c'est prédictif? Et bien sûr, non. Et donc, encore une fois, la technologie est en marche, puisqu'il y a des systèmes, par exemple, où on peut mesurer l'hématocrite sur le sac de recueil, ou pour pouvoir améliorer l'évaluation du saignement. Donc, en pratique, on estime visuellement, on est toujours en dessous de la réalité. Ça, je pense que vous le saviez déjà.
Alors, si vous voulez vous améliorer, il y a un moyen, c'est la simulation. On en parle beaucoup, mais il y a des études, ça c'est une étude en 2021, où ils avaient pris 300 participants, 12 000 accouchements, ils ont fait des séances de simulation, et ils ont regardé après comment ils estimaient une quantité fixée de pertes sanguines. Et ils se rapprochaient plus de la quantité proposée après simulation qu'avant simulation. Donc c'est vraiment un moyen d'améliorer son estimation visuelle. Cette amélioration dure en moyenne 9 mois, donc c'est à répéter. Mais ça a d'autres avantages, ça permet de travailler sur le travail d'équipe et de travailler notamment sur des biais cognitifs qui sont par exemple des biais on est sûr que ça a saigné tant, ou alors on se base sur notre expérience plutôt que sur ce qu'on voit sous la patiente. Donc ça permet tout ça, la simulation, c'est très important. Alors, les signes cliniques et les symptômes. Est-ce qu'il y a des signes cliniques qui pourraient être assez prédictifs d'une HPP? Donc, il y a le choc index. On en parle beaucoup. Vous vous rappelez, c'est la fréquence cardiaque sur la pression artérielle systolique. Les valeurs normales de la femme enceinte, ce sont les mêmes que dans la population générale, entre 0,7 et 0,9. Alors, le problème du choc index, c'est que ce sont beaucoup d'études rétrospectives, donc de qualité moyenne. Je vous ai mis la méta-analyse de 2022 qui incluait 9 études, dont 7 études rétrospectives avec un nombre moyen de patients de 220. Et la valeur prédictive du choc index pour les HPP sévères, elle est faible, avec, vous voyez, des sensibilités et spécificités qui sont extrêmement variables. Toutefois, quand on regarde quand même les études une par une, et quand on lit un petit peu l'ensemble de la littérature, quand même, le choc index supérieur à 1, c'est à peu près équivalent à 1500 millilitres, c'est-à-dire que vous êtes dans une HPP sévère. Notre problème, nous, c'est d'éviter d'arriver à ce moment-là. Et donc, pour les HPP non sévères, pour le coup, c'est pas très prédictif. Un petit message important que je trouve, c'est que les femmes prééclamptiques sont sous-estimées dans le risque hémorragique, et notamment avec le choc index, puisque comme elles partent d'une pression artérielle plus haute, eh bien le choc index arrive plus tard dans des zones élevées, c'est-à-dire au-delà de 0,9 à 1. En tout cas, il fait mieux que les critères hémodynamiques classiques, qui sont la pression artérielle et la fréquence cardiaque. La FIGO, donc c'est une société savante nord-américaine, le recommande dans le diagnostic et la gestion de l'hémorragie du postpartum, et c'est un marqueur de sévérité. Et eux, ils fixent sa valeur cut-off à 0,9. Bon, c'est juste au-dessus de la valeur normale de la femme enceinte. Et dans le rapport de mort maternelle qu'on a publié il y a 2 ans, on l'a proposé comme un marqueur précoce, parce qu'on n'a pas grand-chose en fait. Il y a la fréquence cardiaque, la pression artérielle, donc on l'a proposé comme un marqueur précoce pour l'HPP. Et le seuil d'alerte c'est 0,9, mais pour être pratique et pour enseigner passer ce message aux sages-femmes, c'est 1, c'est-à-dire leur dire que quand la fréquence cardiaque est supérieure à la pression artérielle, c'est facile. Elles regardent sur le scope, eh bien il y a une HPP, certes massive, mais au moins ça peut peut-être gagner un petit peu de temps sur le diagnostic. Toutes les revues, les recommandations, tout ça, ils insistent sur le fait que, comme il n'y a pas un facteur diagnostique, il faut les combiner. Et donc, il faut combiner, idéalement, le choc index, plus les paramètres hémodynamiques, plus les symptômes, dans un temps court. Donc c'est pour ça que j'ai mis le petit dessin. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que la clinique, quand même, c'est important. Souvent, on regarde la tension, et c'est vrai qu'on n'a pas les yeux sur la patiente, et c'est que quand elle répond plus ou que la sage-femme dit elle fait un malaise, qu'on commence à se dire ah oui, c'est vrai, elle a beaucoup saigné. Mais il y a plein d'autres signes qu'on apprend en médecine, qui sont la pâleur, la prostration, la transpiration, l'agitation, restless, les vertiges, la peau moite et froide, le temps de recoloration cutanée évidemment. Et donc il faut, quand on est au chevet de patiente, il faut combiner donc ces paramètres hémodynamiques, regarder la tête de la dame et regarder l'horloge. Alors, l'hémostase délocalisée. Donc, l'hémostase délocalisée, les tests viscoélastiques, il y a une littérature très abondante depuis quelques années. Il y a une session, je crois, ici, cette année à l'ASFAR. Il y a des experts dans la salle, donc je vais pas redétailler toutes les études. Je vous ai mis juste 2 machines qui sont les plus explorées en obstétrique. Il y a le Rotem qui est à gauche et puis le TEC qui est à droite. Il y a d'autres machines, il y a Cantra, par exemple.
En gros, j'ai tout relu la littérature. Je vous ai mis juste les avantages, les bénéfices, les avantages et les inconvénients. Les limites des machines, c'est que ça n'explore pas l'hémostase primaire, ça n'explore pas les coagulopathies, notamment les maladies de Willebrand et l'hémophilie, ça n'explore pas les fonctions plaquettaires pour les cartouches standards, dont je parle, parce qu'il y a des cartouches maintenant un petit peu plus spécifiques, et l'hémophilie. Il n'y a pas de valeur, il manque encore des valeurs normales de la grossesse, donc des grosses études prospectives. Toutefois, les avantages, c'est que il y a un certain nombre d'études qui confirment qu'il y a une bonne corrélation entre le FibTEM, le fibrinogène mesuré, et le fibrinogène du laboratoire. Et il y a plusieurs études, certes pas de qualité excellente, mais qui montrent que ça permet de diminuer la réanimation basée sur les tests viscoélastiques, diminue le volume et la durée du saignement, le volume transfusé, les hystérectomies et les admissions en soins intensifs. Donc ça diminue la morbidité maternelle sévère. Donc et d'ailleurs il y a plusieurs groupes internationaux et recommandations nationales qui l'ont mis dans leurs recommandations. Donc là vous avez c'est les tests au lit du malade, point of care test. Vous voyez, il y en a plusieurs qui l'ont sélectionné. En plus des trois autres qui sont le management, l'algorithme de prise en charge de l'hémorragie, l'approche multidisciplinaire et la fameuse anémie, qui est une des 4 composantes des recommandations. Et le JHP en 2019 a dit que ça pouvait être utile pour mesurer la concentration du fibrinogène. Par contre, comme ça n'évalue pas l'activité fibrinolytique, il ne faut pas baser votre administration d'acide tranexamique sur ces tests viscoélastiques. Alors tout le problème de ces machines, c'est le coût. Donc cet auteur a réalisé une étude de coût-efficacité. Donc il s'est dit qu'un protocole de transfusion guidé sur le Rotem, ça faisait économiser $8 000 par femme par prise en charge par rapport à une surveillance à un laboratoire, si on compte la durée de séjour, le passage en réanimation, les culots, etc. Si on considère que l'hémorragie grave, c'est 0,4% des accouchements et que la machine, elle coûte entre 25 000 et 40 000 $, vous rentrez dans vos frais au-delà de 1000 accouchements. Alors ça, c'était en 2000. Il a fait des calculs sur 2019. C'était avant inflation, donc je ne sais pas si, à mon avis, il faut peut-être un petit peu plus d'accouchements. Donc vous voyez que si vous vous basez sur ça, pour l'instant, ça a l'air plutôt cost effectiveness. La difficulté qu'il y a également dans certains centres qui remontent, c'est qu'il faut être en accord avec le laboratoire d'hémato-hémostase qui est, entre guillemets, responsable de la qualité des prélèvements. Et il y a une maintenance à assurer puisque c'est une machine de laboratoire qui est dans la maternité. Et ça, faut s'organiser. Et ensuite, où est-ce qu'on la met dans la maternité et qui sait l'utiliser, sachant que c'est assez simple. Voilà, donc il y a des algorithmes, il y en a partout. Je vous mets celui-là, c'est celui qui est utilisé à Bécler. Vous les trouverez facilement. Enfin, pour finir, les traitements préventifs. Les traitements préventifs, je vous mets cette étude parce que c'est quand même dans New England, c'est juillet 2023. C'est une étude sur la prise en charge précoce d'hémorragie du postpartum, l'étude émotive. Ce qui est intéressant, c'est une étude mondiale, multicentrique, randomisée, 80 centres en Afrique dans des pays à bas niveau de soins, de ressources, 50 000 femmes par groupe. Ils ont fait traitement standard comme ils font d'habitude et un protocole qui s'appelle Émotive, qui associe un sac gradué de surveillance de la quantité, le massage de l'utérus, de l'ocytocine, de l'acide tranexamique, des fluides et puis prise en charge chirurgicale. Ce qui est intéressant, je vais me dépêcher parce que je vois que j'ai plus que 1 minute 30, c'est que il y a un accompagnement des équipes. Ça a été les fonds viennent de Bill Gates. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des newsletters, ils ont un feedback, ils ont du matériel suffisamment à disposition et ils ont un entraînement. Et ce qu'on voit, c'est que, à gauche, il y a moins. Donc, le critère de jugement principal, c'était la morbidité sévère. C'était un critère composite qui est juste au-dessus. Et on voit qu'après formation et une phase de transition, il y a moins 60% de morbidité sévère, si on prend le critère composite, dans le groupe qui a eu une intervention versus le groupe standard. Et on détecte mieux l'hémorragie. Vous voyez, intervention, c'est le 93
13% par rapport au traitement standard, ainsi qu'on adhère l'adhésion à ce nouveau faisceau de mesures est bon. Alors nous, en fait, on fait déjà ça, c'est-à-dire que dans les pays à haut niveau de ressources, on a déjà l'ocytocine, on a déjà le remplissage, on a déjà, etc. Ce qui est bien là, c'est qu'il y a l'acide tranexamique en prévention primaire. Attends, qu'est-ce que je voulais dire, et le massage de l'utérus. Ce sont les deux choses qui sont différentes. Donc l'acide tranexamique, c'est le point de ces dernières parties où on en est. Plein d'études, je les refais pas. Donc ce qu'on peut dire, si on résume l'ensemble des études, dans les pays à bas niveau de ressources, ça diminue la mortalité, c'est l'étude Woman, et dans les pays à haut niveau de ressources, pas de place pour la prévention primaire dans les accouchements en voie basse, dans les césariennes, même si l'étude TRAP2 a montré qu'on baissait de 100 millilitres quand on donnait de l'acide tranexamique, peut-être une place chez les femmes à haut risque d'hémorragie du postpartum. Ce qui est clair, c'est que quand on a diagnostiqué et qu'il y a une indication en prévention secondaire, eh bien, tout retard de 15 minutes de l'acide tranexamique augmente la mortalité de 10%, et le protocole, c'est 1 gramme à renouveler au bout de 2 heures si besoin. Alors nous, nos recommandations, elles datent de 2014. Là, il y a des recommandations européennes de 2019. Et vous voyez, la recommandation 14, eh bien, eux, ils proposent de donner de l'acide tranexamique pour les femmes à haut risque d'HPP en prévention primaire. Et je vous ai mis de l'autre côté à droite les recommandations qui ne sont pas présentes dans les recommandations françaises, qui sont sur le patient blood management et la gestion de l'anémie. C'est pas du tout différent c'est tout comme la chirurgie programmée. Il faut que la patiente arrive avec un taux d'hémoglobine normal au cours de la grossesse, c'est-à-dire 11 à 12. On peut donner de l'érythropoïétine, etc. Voilà, donc en conclusion, même s'il y a des facteurs de risque que vous connaissez, toute femme est à risque, c'est le problème, il n'y a pas de score prédictif. Il faut prendre en charge mieux que ça l'anémie, et donc il y a une étude qui est en cours. La prévention primaire, ça passe par un faisceau de mesures que je vous ai montré. Il y a des nouvelles recommandations de 2019. La feuille de surveillance colorée aide au diagnostic. Il faut combiner clinique et hémodynamique, quantifier les pertes et faire de la simulation. Et le test viscoélastique est extrêmement prometteur si vous avez les budgets. Merci beaucoup.